idées, pratiques, repos. Le bien-être pour tous avec Nathalie Martina sur Fréquence 8. Le bien-être pour tous. Bonjour, bienvenue sur Fréquence 8 dans la chronique Le bien-être pour tous. Cette semaine, je vous invite à porter un autre regard avec Axel, 34 ans. Bonjour Axel. Bonjour. Alors ça va se présenter sous forme de témoignage en fait, cette chronique, pour présenter un parcours de résilience par rapport au regard de l'autre. C'est ça Axel ? Voilà, le regard de l'autre souvent nous gêne un peu dans la rue ou à l'école. Ouais. Voilà. Et donc, voilà, vous avez un parcours, on va dire, où votre sensibilité, en fait, vous a mis mal à l'aise dans la société. J'ai eu des parents qui étaient assez lumineux, assez sensibles. Donc, j'ai reçu une éducation empathique. Et je me suis toujours demandé comment est-ce que je peux être plus empathique dans une société qui était de plus en plus rude. Voilà. Plus empathique dans une société de plus en plus rude. Pourtant, un début de parcours primaire-collège top. Oui. Et lycée. Au lycée, j'ai commencé à décrocher un peu. Décrochage. Ouais, j'ai découvert ce que c'était que le cannabis, les femmes. Donc là, j'ai commencé à décrocher un peu et j'ai raté mon bac. Il a raté le bac. Bon, en tous les cas, rater le bac, ça ne vous a pas empêché de faire charpentier, couvreur. Non, oui, parce que j'ai eu la chance de pouvoir toquer à la porte des maisons des compagnons qui m'ont donné certaines valeurs pour apprendre la vie différemment avec ceux justement qui ont un regard difficile. Et là, la vie a été plus facile avec ces valeurs-là, quoi. La vie a été plus facile avec ces valeurs-là. Je suis devenu, au fil du temps, je suis devenu charpentier, couvreur, bardeur. Et la recherche de la satisfaction et du bonheur est facile dans ces métiers-là puisqu'on voit ce que l'on réalise avec ses mains. Tout à fait. Donc tous les jours, il y avait un peu l'expression de l'amour divin à travers la matière qui revenait un petit peu. Voilà. Et dans ce parcours, vous voulez témoigner en fait d'une autre société qui est dans notre société, qui sont les teufeurs. Les teufeurs, les voilà. Teufeurs, ceux qui sont dans les rave parties. Les rave parties, une famille que j'ai trouvée bien plus tard suite à un problème social. Un employeur qui ne m'avait pas payé, donc moi j'avais un emprunt, j'ai décroché, j'étais interdit Banque de France et la seule solution qui me restait pour passer des week-ends agréables, c'était les rave parties, quoi. Les rave parties. Parce que j'avais et pas là, beaucoup de sous. Là, vous avez trouvé une autre famille, une autre façon de fonctionner, une autre façon de penser. Alors là, j'ai trouvé une énorme solitude dès le début. Et finalement, cette solitude, à force de fréquenter les gens qui éprouvent la même solitude, on finit par former un groupe. C'est ça. Et on se finit par former des amitiés qui fait qu'au fil du temps, on commence à avoir des repères, même dans cette société qui est toute chambranlante et qui est éphémère. Parce qu'une rave party, c'est éphémère. On installe le son le samedi soir et le dimanche matin, il n'y a plus rien. Donc, il n'y a plus rien. Toutes les leçons de vie se comprimaient en une nuit, en fait. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous avez eu un cercle familial où l'empathie a été vraiment l'axe d'enseignement, on va dire. Oui. Et à un moment donné, il y a eu ce décrochage. Vous avez été orienté par la vie, d'une certaine façon, pour aller voir ces personnes qui font des rave parties, qu'on appelle les teufeurs. Et dans cette... parce que j'ai l'impression que c'est une société dans une société. Et vous avez quand même trouvé ce parcours de résilience qui vous amène là aujourd'hui, en fait. C'est une société dans une société, je dirais surtout en Bretagne, parce que là, il y a les sons, les petits sons, les petits groupes de sons sont multiples. Il y a des rave parties en Bretagne tous les week-ends, sauf période de Covid, malheureusement. Voilà. Et il y avait cet aspect société dans la société, dans le sens où on devait se cacher pour pouvoir répondre à nos envies et répondre à nos fêtes, quoi. D'accord.
Se cacher pour répondre à vos envies, c'est intéressant. Vivons heureux, vivons cachés, quoi. Voilà, c'est ça. Vivons heureux, vivons cachés. Voilà. Et donc, dans ce parcours où vous allez dans les rave parties, où vous fréquentez des personnes, voilà, il ne faut pas se cacher, parce que dans les rave parties, il y a des drogues qui circulent. Oui. Oui. Voilà. Et vous goûtez en fait à ces délices. Oui, j'ai fait mon parcours, j'ai tout essayé malheureusement. J'espère que ma mère n'écoute pas l'émission. Et je recommande effectivement de faire du sport toute la semaine, etc. Si on veut vraiment se donner à ces parcours festifs et un petit peu chimiques le week-end. Parce que c'est une exigence de vie, il faut bien manger, il faut être bien dans sa tête pour pouvoir recommencer tous les week-ends à se mettre à l'envers. Et donc du coup, je suis resté à cheval sur cette éthique de vie, quoi. C'est-à-dire que moi, la semaine, j'étais un vrai schizophrène, là, pour le coup, parce que la semaine, j'étais à fond sur mon vélo, et le week-end, j'étais à balle d'acide et de cocaïne pour pouvoir refaire le monde et exprimer des idées politiques avec des jeunes qui n'en avaient pas rien à foutre, bien au contraire. On leur parle, c'est des jeunes souvent que j'ai trouvé qui étaient milieu soit CAP, soit agriculteurs, etc., qui n'avaient pas forcément une ouverture ou une culture à la philosophie, et qui pourtant étaient très demandeurs de discours comme ça dans la nuit, dans les camions ou dans les chemins de forêt. Ben oui, c'est intéressant parce qu'avec ce cercle familial lumineux où l'enseignement empathique a été donc sur le piédestal, en fait, vous êtes quand même allé dans un chemin différent pour faire une expérimentation qui est la vôtre. Oui, j'ai expérimenté. Il n'y a pas de jugement à avoir. Il y a autant d'expérimentation de la teuf qu'il y a de teufeurs, quoi. Moi, un teufeur, peut-être, ça se trouve, là, je vais en vexer plein. Il me disait, ouais, de toute façon, qui pourrait peut-être dire, tu fais la teuf, oui, mais pour te la raconter, non, au contraire, quoi. Et c'est marrant parce que... Je faisais la teuf pour venir trouver une écoute, parce que je ne savais plus où discuter de ces choses lumineuses. Voilà. Ce qui est quand même très étrange, parce que vous êtes dans un cercle familial lumineux et vous amenez cette lumière, justement, dans un monde où tout est sombre. Où tout est sombre. Oui, ouais. Et vous disiez juste avant que les gens aimaient vous écouter parce que vous apportiez une certaine philosophie de vie. Oui, tout à fait, ouais. Donc c'est quand même étrange ou pas étrange? Est-ce que c'est le hasard ou est-ce que c'est la vie qui vous a amené là? Je ne sais pas. Je pense que les hasards de la vie ont fait bien les choses. Après, moi, je me souviens des amis de Saint-Malo qui m'ont pas mal recueilli aussi les soirs de solitude, et qui étaient à l'écoute ou qui étaient envieux de bonnes discussions comme ça. Et donc ces gens de Saint-Malo m'ont pris vraiment sur leur cœur, quoi, et m'ont appris beaucoup de valeurs simples aussi. Des petites choses simples comme ne plus être égoïste, emmener sa bouteille d'eau, des petites choses comme ça, quoi. Toujours avoir le regard porté vers l'extérieur, finalement, quoi. Le regard porté mais pour vers le bien-être l'extérieur. des autres, quoi. Mais pour le bien-être des autres, c'est un peu, j'ai mis un peu en application pratique le fais attention à tes potes. Fais attention à tes potes. Voilà, c'est ça. Dans les petits SMS qu'on se fait tourner le soir, on dit amène ton sac, amène ta bouteille d'eau, et puis fais attention à tes potes. Je l'ai mis en application pratique chaque samedi soir, ça. Faire attention à ses potes. Faire attention à ses potes. Voilà. C'est en tout cas une belle philosophie dans ce monde de rave party où c'est quand même présenté de façon assez sombre. Assez sombre, ouais. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce parcours-là, ça vous a inspiré. Ça m'a inspiré dans l'écriture. Ça m'a inspiré en écriture, oui, parce qu'il y a un peu tout ce qu'on vivait un petit peu la nuit ou le jour, quand les fêtes duraient un peu quelques jours. J'en revenais très inspiré et j'étais à balle de rimes, quoi. Je revenais avec la tête pleine de rimes et je les notais toute la semaine, quoi. Et c'était devenu un peu un jeu du chat et de la souris après, c'est-à-dire que si j'allais pas en rave party, j'allais pas être inspiré, quoi. Ah, c'était ça, carrément. Ouais. C'était une sorte de drogue, en fait, la rave party. Oui, c'est une drogue à l'inspiration. Une drogue à l'inspiration. Oui.
Bon, j'ai mis fin à tout ça suite à un accident de voiture, quand même, qui m'a coûté le fémur. Donc, j'ai mis 2 ans à réapprendre à marcher normalement. Je suis retourné en rave party quand même. Oui. Mais bon, maintenant, c'est sans les drogues et avec des amis qui savent parler de la lumière, même si ça les dérange pas, quoi. Oui, c'est ça. Voilà. J'y vais avec les bons amis maintenant, quoi. Vous parlez de la lumière. Donc, la lumière, comment vous la définissez, vous ? Ça dépend des sujets qu'on va aborder, mais moi, la lumière, comment je la définis ? C'est plus philosophique ? Je la définis un peu comme une goutte d'eau, la lumière. La lumière, c'est une goutte d'eau qui trouve son chemin ou qui trouve pas son chemin. Ensuite, pour une goutte d'eau, on peut canaliser. Pour la lumière, c'est plus difficile de mettre des miroirs sur le bord de la route parce qu'il y a toujours des poids lourds qui passent, quoi. Oui, c'est ça. En tout cas, là, c'est une belle image, inspirée en tous les cas. Oui. Et donc, cette inspiration, en fait, elle était quand même déjà présente, déjà tout petit. Oui. Vous avez jamais arrêté d'écrire, si ? J'ai écrit depuis que j'ai l'âge de 13 ans. Depuis l'âge de 13 ans, oui. Au début, j'écrivais un peu pour séduire les filles, écrire des chansons. Et finalement, j'ai pas changé. Je séduis toujours les femmes et j'aime écrire des chansons ou des poèmes. Des poèmes, oui. Accessoirement. Seulement, aujourd'hui, ce dont je m'aperçois dans mes écritures, c'est ce qui ressort, c'est vraiment le sens du dépouillement, dont parle Itsuo Tsuda dans un de ses livres, un philosophe japonais. Oui. La voie du dépouillement, la voie de l'amour, la voie de l'incertitude aussi, faire part de ces incertitudes. Il y a nulle part dans la société où il n'y a pas de boîte dans la société. On va dire, là, je suis pas certain du truc, mais je vais le poster là. Et on sait jamais, j'espère que ce sera lu un jour. Et voilà, en fait, c'était ma bouée de sauvetage, quoi. D'accord. Oui, c'est ça, la poésie. Avant de faire l'enregistrement, on a parlé un petit peu. Vous présentiez la poésie comme un domaine libre qui permet de pousser les grilles du mental, en fait. Oui, voilà, c'est ça. Et de retrouver une certaine simplicité. Voilà, c'est ça, parce que je repense à mes parents qui me disaient « Mais t'es compliqué, Axel, on comprend pas ce que tu veux dire. » Oui. Et en fin de compte, avec la poésie, c'est facile de mettre juste quelques mots, une image, et de pousser les grilles du mental comme ça, juste avec quelques mots, juste en suggérant l'idée sans la nommer. Et quand je nomme l'idée en poésie, là, c'est vraiment quelque chose de... Je jouis quand je fais ça. Je me réjouis énormément à mettre l'idée en avant dans mes poèmes. Et d'arriver à amener les gens là où vous voulez les amener ou pas? J'ai pas la volonté d'inscrire les gens dans un domaine. J'ai plus la volonté de déguiser leur sensibilité, quoi. Déguiser, d'accord. Ouais, aiguiser la sensibilité d'autrui à travers mon parcours, à travers mes poèmes. Se dire, tiens, j'aurais peut-être pas vu ça comme ça à son âge, pourquoi pas, ou se dire, j'aimerais bien pouvoir m'ouvrir un peu plus aux autres et je suis fermé comme une huître, comment on fait, quoi. Et ça, il n'y a pas de remède, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de boîte dans la société dans laquelle on vit pour répondre à tout ça, quoi, à part la poésie. Quand elle s'exprime et qu'elle se libère, là, les lettres viennent à nous et c'est plus les lettres qui viennent à nous plutôt que le fait de prendre un bouquin et d'aller lire une poésie pour comprendre quelque chose. Non, c'est faire un mouvement, ouvrir un livre, juste pour se nourrir d'une idée et non plus se nourrir d'un principe. Se nourrir d'une idée, donc laisser les gens à la réflexion après. Voilà, c'est ça. Et qui construisent leur propre temple intérieur, on va dire. Qui n'y a rien à construire, en fait. C'est juste qu'ils ont leur liberté, leurs sentiments, et les laisser brouillons. En fait, ces mêmes gens qui m'inspirent, je les laisse brouillons aussi. Parce que c'est important de ne pas vouloir élever la voix ou de ne pas vouloir montrer une voix particulière en poésie, je trouve. Ce serait détruire la poésie. En tout cas, ça semble en effet très, très nouveau comme approche. Oui.
Et donc, vous avez écrit un recueil de poésie sur la Bretagne, c'est ça ? Oui, sur la Bretagne. Sur la Bretagne. Sur la Bretagne. Notre belle Bretagne. C'est teuf. Les teufs de la Bretagne. Les teufs de la Bretagne. Je l'ai nommé Ombre et Sphère. Ombre et Sphère. Oui. Ombre, pourquoi ? Parce que sans lumière, il n'y a pas d'ombre. Oui. Et sphère, pourquoi ? Parce que ce sont des sphères qui se mélangent, tout simplement, la nuit. Les sphères de la haute, les sphères de la basse société, qui se retrouvent tous autour d'un petit bœuf, là, et puis à taper du pied devant le son. C'est fédérateur. Et j'ai nommé le bouquin, j'ai nommé mon bouquin de poésie sur la Bretagne et sur la teuf, Ombre et Sphère, comme ça, par intuition, quoi, parce que ce sont des jeux d'ombre, ce sont des jeux de sphères. Des jeux d'ombre, des jeux de lumière, des jeux de sphères. Est-ce que c'est pas la vie, tout simplement, qui est comme ça ? C'est surtout aussi une inspiration très aïkido. Très aïkido ? Oui. Est-ce que vous voulez parler de cette inspiration aïkido ? Qu'est-ce qui se cache derrière ? Qu'est-ce qui se cache derrière le Seitai ? Je pratique le Seitai depuis que j'ai 19 ans. Et quand il y a un conflit, on s'aperçoit que c'est toujours en sphère, en fait, qu'évolue le conflit. Le conflit est triangulaire, comme on le met en avant dans les bouquins. Existe rarement, quoi, parce que souvent le fait de trianguler, ça demande de pas lâcher prise sur une chose, et quand il y a un des deux points de vue qui lâche pas prise, bah là le conflit éclate. Tandis que si on voit des sphères qui se mélangent et qu'il y a une des sphères qui enveloppe l'autre, il n'y a plus de conflit, il n'y a plus que des idées qui s'approchent les unes des autres, et du coup le conflit est résolu, quoi. En effet, Voilà. Oui, on pourrait philosopher comme ça pendant des heures, en effet. C'est la façon dont je vois l'aïkido, c'est la façon dont je vois le seitai qui m'a permis d'écrire et de me délier des choses de la vie, de me délier du jugement des autres aussi assez facilement. Ouais. Oui, parce que déjà, depuis tout jeune, vous aviez déjà un discours très inspiré par rapport aux autres. Oui. J'ai souvent passé pour quelqu'un de farfelu, en effet. Quelqu'un de farfelu. Ouais. D'où, en fait, c'est une sorte de chemin initiatique, tout ça ? Ma vie est un chemin initiatique. Est-ce que la vie de chacun est un chemin initiatique ? Est-ce que la vie de chacun ? Oui. Ouais. Chacun répond à son initiation, On a mis le mot initiation sur un piédestal entre la franc-maçonnerie, entre les gens qui font du yoga, les gens qui sont bouddhistes. Je suis bouddhiste, moi. Et le terme illumination ou initiation est tellement grand quand on l'embrasse, quand on a 14 ans, qu'on en attend plein de choses. Et en fin de compte, quand on arrive à l'âge adulte, à 34 ans, c'est plein de petites choses merveilleuses qui font qu'on a atteint l'illumination ou qu'on atteint l'initiation comme on aurait voulu, comme on l'aurait souhaité plus adolescent, quoi. D'accord. C'est un théâtre qui prend des allures un peu kafkaïennes quand on est au bord, et pourtant une fois qu'on est dedans, c'est quelque chose qui est tout à fait soyeux et chaleureux. Et qui est loin de toute perte de repère, au contraire, quoi. En tout cas, Axel, un autre regard, 34 ans, encore teufeur, mais raisonnable. Oui. Je mets 3 semaines à me remettre d'une nuit blanche maintenant. Voilà. Voilà ce que c'est que d'aller dans les profondeurs, en fait, de soi. Oui, voilà, oui. Pour en fait aller en soi. Ça aller en soi, c'est aller chez les autres, c'est aller au fond du négatif d'autrui, au fond de son propre côté négatif aussi, de façon à pouvoir trouver ses repères et être heureux le matin quand on se lève, quoi. Parce que on se dit, non, là, j'en suis pas là, j'en suis au point où moi, tout va bien, j'ai le café qui coule dans 5 minutes, j'ai mon travail qui démarre dans 1 heure. C'est la routine et la vie est belle, quoi, finalement, quoi. Quand on installe une certaine routine, on peut que remercier l'univers. Voilà, remercions l'univers éventuellement aussi du toit qu'on a au-dessus de la tête, même s'il est modeste. Et oui. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas cette chance-là.
Et j'espère qu'il y a des gens qui nous écoutent qui n'ont pas de toit et qui se disent j'ai encore les étoiles. Et ça, c'est toujours une façon de relativiser dans la vie qui pousse à embrasser le côté le plus beau. Ouais. Même quand on est dans la merde. Même voilà. D'où la fleur de lotus qui a en fait ses racines dans la vase où il y a quand même beaucoup de déchets. Oui, voilà, en effet. Et qui pousse quand même et qui donne une belle fleur. C'est l'histoire du Bouddha. Hein. Il était dans un écrin doré et il voulait aller voir ce qu'il y avait en dessous cet écrin doré. Eh bien, c'était la souffrance, la peine, la chaleur, le froid. Et je trouve qu'avec les drogues en rave party, on fait un peu ce parcours-là, quoi. Le parcours bouddhique, on fait le parcours bouddhique intérieurement, quoi. C'est-à-dire, on se met mal, on frissonne, on a des perceptions qui sont bizarres, erronées, on devient complètement fou ou complètement surexcité, ça dépend des drogues qu'on prend. Et se droguer comme ça, sans regard intérieur, je trouve que c'est un peu dommage, c'est se perdre dans les aléas de la vie. Et il y en a beaucoup qui se perdent comme ça sur le chemin de la teuf et qui ne comprennent pas que les drogues sont finalement juste une récréation pour pouvoir mieux se comprendre. Ça ne veut pas dire qu'on invite tout le monde à prendre les drogues. Hein. Non, justement, parce que c'est là où je voulais en venir, c'est qu'il y en a beaucoup qui restent malheureusement piégés dans les drogues. Ou qui restent piégés dans les idées des autres ou qui cherchent encore les idées des autres pour aller mieux. Mais le jour où on apporte sa petite chose à soi en rave party, son petit truc à nous, le petit truc qui nous appartient, notre petite lumière à nous, si on a bien notre petite lumière à nous, en général, on ressort d'un parcours de rave party grandi, toujours plus responsable. Toujours plus responsable. En tout cas, c'est un autre regard intéressant sur ce monde de la rave party qui vous a inspiré d'écrire un livre pour vous, mais aussi pour eux. Et pour eux, mais oui, je l'ai écrit pour eux parce que... Mais aussi pour vous, d'une certaine façon. Je l'ai écrit pour moi aussi. C'est vrai que je me relis de temps en temps et je trouve ça beau. Voilà. Donc, Ombre et Sphère, le projet d'une édition... Le projet d'une édition, je dirais pas le titre, je dirais pas l'éditeur parce que c'est en cours de choix. D'accord. Mais qui sortira bientôt dans les bacs, oui. Voilà. Merci Axel de ce témoignage qui nous apporte un autre regard sur votre parcours de vie. Vous avez connu la lumière, aussi l'ombre, et qui de tout ça en fait vous en faites ressortir un recueil de poésie, Ombre et Sphère. Et on espère en tous les cas que le choix de l'éditeur se fera bientôt pour que tout le monde en fait puisse bénéficier de votre plume. J'espère vraiment que les choses vont aller facilement pour moi maintenant. Dans le choix de l'édition, c'est un coût financier. Donc je fais toujours de l'alimentaire, je suis toujours couvreur, toujours prêt à monter sur les toits pour partager mes idées, voilà. Bon. Et ce sera pour bientôt. Et ça sera pour bientôt. Merci Axel de ce témoignage. Merci Nathalie de votre regard aussi, qui m'aide aussi à apporter un autre regard. Voilà, exactement. Nous apportons mutuellement un regard l'un sur l'autre et sur chacun notre parcours de vie. Merci de rester avec nous sur Fréquence 8, car Fréquence 8, c'est une radio pareille, mais pas comme les autres. Détendez-vous dans le bien-être pour tous à 16h, le mercredi, samedi, dimanche, c'est sur Fréquence 8. Le bien-être pour tous. Le bien-être pour tous.